Est-ce que le nouveau Karate Kid ne prouverait pas que la nostalgie aussi peut causer des overdoses? Moi aussi j'ai pris mon shoot après 6 saisons de Cobra Kai et je pense que ce nouvel opus est le dernier symptôme d'une maladie typiquement hollywoodienne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce Karate Kid Legends qui n'est effectivement pas terrible, mais également de son demi-échec qui a vraiment pris de court son studio Sony, je pense. Non seulement parce que le film en soi ne mérite pas franchement une vidéo de 10 minutes, mais aussi parce qu'il montre les limites d'un système hollywoodien en bout de course. Donc désolé, va falloir que je fasse un inventaire de la saga parce que sinon on va pas s'y retrouver. Alors Karate Kid, c'est un film sorti au cœur des années 80, en 1984 pour être plus précis, et c'est effectivement un film qui exude cette période par tous ses pores. C'est l'archétype du feel-good movie familial avec un jeune garçon qui se fait harceler à l'école et qui va apprendre qu'être gentil c'est quand même vachement mieux qu'être méchant, et enfin il va maraver la gueule en toute gentillesse au gamin qui n'a pas eu la chance d'avoir la même éducation. Tout est là, hein, les bullies caricaturaux, le mentor super sage, la musique composée avec le même preset de synthé que l'intégralité des autres films de la même période. C'est effectivement diablement divertissant. Et surtout, ça a été un véritable carton qui a pénétré la pop culture. Dès 1986, on pouvait découvrir Karate Kid 2, qui a encore plus cartonné que le premier. Et ouais, la franchise a périclité plutôt avec Karate Kid 3, sorti en 89 et qui s'est fait défoncer par la critique. Les années 80 se terminent, le lycra passe de mode et le monde passe à autre chose. Mais en fait non, car voilà The Next Karate Kid, dont la version française déflore un peu l'identité, c'est Miss Karate Kid. Aujourd'hui on appellerait ça un spin-off puisque Ralph Macchio n'apparaît même pas, cédant donc sa place à Hilary Swank dans son tout premier rôle au cinéma. Mais on est en 94 et le cadavre fluo des années 80 est encore trop faisandé pour qu'il inspire de la nostalgie. Vous savez ce qui est stylé quand on fait un sport de combat comme le karaté? C'est de connaître le jargon dans la langue du sport en question. Oui, parce que karaté, c'est pas un mot français, je précise à tout hasard. De là à dire que pour bien comprendre les racines d'un sport, il faudrait apprendre une nouvelle langue, il n'y a qu'un pas. Eh bien, écoutez, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, notamment avec l'italien. Alors, dans mon cas personnel, c'est pas pour l'amour des arts martiaux, ni même du sport tout court, j'avoue, mais c'est plutôt pour connaître un peu mieux ma famille. J'ai toute une partie de ma famille qui vient d'Italie, mais jusque-là, je ne parlais pas un mot d'italien. Et il fallait que ça change. Pour ça, j'ai évidemment utilisé Rosetta Stone, notre partenaire pour cette vidéo. Rosetta Stone, c'est une application sur mobile et PC grâce à laquelle vous pouvez apprendre 25 langues. Mon problème, c'est que je n'avais pas vraiment le temps ou le budget de prendre des cours d'italien. Je cherchais plutôt une solution pour apprendre un peu tous les jours, dans les transports ou le soir. Avec Rosetta Stone, c'est complètement possible parce que j'ai l'appli sur mon portable et que l'apprentissage est découpé en plein de petites leçons de 10 minutes environ, regroupées par thème. L'autre avantage, c'est que les exercices sont complètement immersifs. Aucune trace de français, seulement des phrases dans la langue cible qui seront illustrées et dont vous allez de mieux en mieux comprendre le sens au fur et à mesure de la leçon. De cette manière, vous commencez déjà à acquérir du vocabulaire tout en comprenant de manière empirique les règles de grammaire et de conjugaison. Pas de par cœur, mais surtout de la pratique. Et évidemment, l'autre gros avantage, c'est la technologie True Accent qui évalue votre accent. Comme ça, vous améliorez votre prononciation en même temps que votre compréhension. Io gioco nel parco. Io gioco nel parco. Bref, vous voulez faire comme moi et apprendre une nouvelle langue efficacement mais sans contrainte? Alors cliquez sur le lien en description pour bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement Lifetime 25 langues. Un seul paiement et vous aurez un accès aux leçons pour toute la vie. C'est beau, non? Moi je rends l'antenne à la critique de Karate Kid Legend. 10 ans après le premier volet, c'est donc cette fois un vrai bel échec qui condamnera cette saga fort sympathique, mais somme toute très anecdotique. Cependant, la fameuse nostalgie a commencé à saisir les enfants des années 80, dans les années 2010. Désormais quadragénaires, ils sont prêts pour un remake intitulé The Karate Kid, produit par Will et Jada Pinkett Smith, prêts à tout pour faire de leur népo rejeton une star de cinéma. Jaden Smith s'entraîne donc désormais aux côtés de Jackie Chan, et c'est un véritable carton, hein, le plus gros de la franchise. Bon voilà, la boucle est Bon, effectivement, à partir de 2018, YouTube Red récupère une série qui s'intéresse à Johnny Lawrence, le méchant du premier film incarné par William Zabka. J'ai réussi à dire son nom de famille exceptionnel, qui n'a pas digéré sa défaite en 1984. Récupérée quelques années plus tard sur Netflix, la série a connu un vrai succès d'estime grâce à son côté feuilletonnant
et ses millions de milliards de références à la franchise. Et vous savez quoi, tant qu'on y est, c'est même pas la première série Karate Kid, car en 89 il y avait une série animée où il se passait ça après 1 minute 30 dans le premier épisode. Bon, apparemment c'était pas canon. Vous allez me dire, à ce stade plus rien n'est canon. Eh ben détrompez-vous, parce que voilà Karate Kid Legends qui sort donc ce 13 août 2025 et qui entend rassembler la saga principale et le remake, notamment en recrutant Jackie Chan et Ralph Macchio qui joignent ici leurs forces pour entraîner un gamin joué par Ben Wang. Il y a eu des suites, un spin-off, un remake, un legacy sequel. Voici donc la suite spin-off legacy sequel reboot. Et c'est bien ça le problème de cet énième volet, une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'un truc qui n'était même pas très original à la base. Alors au début on y croit un peu puisque contrairement à ce que la promotion veut vous faire croire, les personnages de Miyagi et surtout de Daniel sont très peu présents, voire carrément absents pendant la moitié du long métrage. On suit en fait le gamin joué donc par Ben Wang qui immigre avec sa mère aux États-Unis et ce qui aurait pu être intéressant c'est que le scénario renverse un peu le concept. Cette fois c'est lui qui doit entraîner un adulte en difficulté pour un match de boxe alors qu'il fait du kung-fu. Oui bon ça n'a pas trop de sens comme d'habitude, mais je pense que les experts en arts martiaux n'étudient pas de trop près la saga, surtout Cobra Kai. Ce qu'ils étudient en revanche c'est les critiques d'écran large, impressionnés déjà par la masse musculaire impressionnante de ces rédacteurs et ensuite par leur amour du cinéma d'action bien réel qu'ils mettent largement en avant sur YouTube mais aussi et surtout sur notre site. Toutefois on ne vous cache pas, une fois de plus, qu'on galère un peu et qu'on dépend de plus en plus de votre soutien. Donc si vous en avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas à nous soutenir sur le site avec les différentes formules d'abonnement, lesquelles vous donnent également accès à des articles plus longs sur divers sujets et désormais à un podcast exclusif. Donc l'idée de ce Karate Kids Legends est pas mal du tout en fait, et il y a quelques bastons vaguement sympathiques, mais le problème c'est que personne n'assume la nouveauté et direct il l'étouffe dans un carcan qui essaye vraiment beaucoup de retrouver la naïveté pop des années 80 et de la conjuguer avec une esthétique disons actuelle. Donc c'est vraiment découpé comme un film de sport des années 80 sauf que les montages musicaux qui sortent un peu de nulle part viennent plutôt des années 2000 et que sans la spontanéité du premier film, eh bien c'est une artificialité grossière. Les personnages sont des caricatures, ni marrantes ni touchantes, on nous inflige des flashbacks intempestifs qui nous prennent pour des demeurés, et puis dans le dernier tiers, les mecs se disent « Ok c'est bon, je pense qu'on en a fait assez là », donc ils lâchent les chiens en speedrunnant un énième tournoi de baston organisé gratuitement aux quatre coins de New York parce que pourquoi pas, et à ce moment ça se transforme en fan-film gênant dont le seul et unique but est de recopier la formule au high kick près, et en 20 minutes top chrono, aucune scène n'a le temps de faire effet, les gags sont périmés et bien sûr il n'y a pas une once de suspense. Bref, on s'emmerde sec devant un spectacle qui n'a d'autre but que de rappeler aux adultes d'aujourd'hui que quand même c'était mieux avant. En fait, c'est pas vrai. Ah, il y a aussi Jackie Chan qui passe son temps à entrer illégalement chez les gens. À force d'être porte-parole du gouvernement chinois, il a fini par suivre son exemple. La réalité, c'est que Karate Kids Legends est moins un film qu'un produit dérivé. Il a été annoncé en septembre 2022, juste après la sortie de la saison 5 de Cobra Kai, qui était alors en train de cartonner. Et aux États-Unis, il a été décalé et positionné stratégiquement dans le calendrier des sorties pour prendre la suite de Cobra Kai, dont la dernière saison s'est terminée quelques mois à peine auparavant. On pourrait s'interroger sur une sortie américaine calée la semaine suivant les mastodontes Lilo et Stitch et Mission Impossible, les enfants en quête de légèreté étant intéressés par le premier, les adultes nostalgiques par le deuxième. Mais de toute évidence, l'idée était de se rapprocher le plus possible de la fin de Cobra Kai, afin de prendre la relève chez ses spectateurs. Le pouvoir de la franchise avant tout. Sauf que ça a pas trop marché. Legends s'est placé derrière ses dons concurrents pour son démarrage avec 20,3 millions de dollars et en tout il a amassé 52 millions chez l'oncle Sam, soit moins qu'à l'international où il a cumulé 54 millions de dollars. En tout ça fait 106 millions et c'est pas terrible pour un budget de 45 millions de dollars. En France ça ne s'est pas passé comme ça clairement. Et c'est pourquoi le film nous arrive un mois après sa sortie américaine, et c'est pourquoi je peux parler du box-office alors que je fais aussi la critique, chose rare pour un blockbuster hollywoodien en 2025. Par curiosité, j'ai demandé à l'attachée de presse les raisons de ce décalage, et elle m'a répondu la réponse suivante, et merci à elle d'ailleurs d'avoir pris cette peine, alors qu'elle savait que je n'avais pas aimé le film. Nous avons décidé de sortir le film pendant les vacances scolaires d'été, qui nous semble être une bonne période pour que le film rencontre son public, on peut difficilement leur donner tort. Alors pourquoi ça a moins marché que prévu aux États-Unis? Alors oui, il s'est fait bouffer par Lilo et Stitch, mais il est aussi possible que le studio ait mal interprété le succès de Cobra Kai. La logique industrielle derrière est la suivante. Truc qui cartonne plus truc qui cartonne est égal
truc qui cartonne. Mais c'est peut-être pas si simple. Parce qu'une série, c'est pas exactement la même chose qu'un film, surtout depuis la pandémie et l'explosion des plateformes de SVOD. Peut-être que Sony a fait la même erreur que Marvel, qui avait tenté après le carton d'Endgame de déployer son univers en série. Sauf que multiplier les canaux et surexposer les spectateurs au contenu a surtout eu pour effet d'affaiblir la marque et de mettre des bâtons dans les roues de l'événementialisation de la sortie des films. Ce n'est que mon opinion bien sûr, mais si les films Marvel marchaient, c'est aussi parce qu'il y avait de l'attente entre chaque long métrage, ce qui en faisait des événements. Aller au cinéma, mine de rien, c'est sortir, payer une place, parfois cher. À l'époque du flux de divertissement permanent, certaines franchises ont perdu de leur aura et peinent à motiver les gens à faire tout ça. Après 6 saisons de Cobra Kai, les spectateurs ne vont pas forcément suivre chaque itération docilement, d'autant que le marketing ne vend pas du tout le film comme une suite de la série. Et c'est là pour moi que le problème industriel rencontre le problème artistique. Tout ce que les scénaristes ou les producteurs ont retenu du succès de Cobra Kai, ou du moins ce sur quoi ils ont essayé de capitaliser, c'est sa propension délirante à la nostalgie. Cobra Kai aurait principalement fonctionné parce qu'elle est allée jusqu'à piocher dans les figurants de la 3e suite pour garnir ses cliffhangers, parce qu'elle est obnubilée par le passé et par les quelques gimmicks de Karate Kid rentrés dans la culture populaire. Cobra Kai serait un petit morceau d'années 80 et exploiter la franchise consisterait donc seulement à reproduire en boucle ce travail de reconstitution avec un nouveau gosse en perte de repère à chaque film. Sauf que je pense que Cobra Kai n'a pas connu un tel succès grâce à ça. Du moins pas uniquement grâce à ça. Pour tout vous avouer, j'ai un rapport un peu particulier à Cobra Kai que j'ai suivi pour Écran Large. Au début je détestais, à cause de la nostalgie facile certes, mais aussi de l'humour et de ce personnage-là, lui. Et petit à petit, comme beaucoup de gens je pense, j'ai commencé à trouver ça parfois amusant. Notamment parce que la série Jump the Shark après, 3 saisons, c'est-à-dire que ça vire très vite au grand n'importe quoi. La vallée où se déroule l'action devient une sorte de battle royale à ciel ouvert, de gamins Chuck Norris de 14 ans, et d'enjeux qui prennent une proportion complètement dingue. Cobra Kai est peu à peu devenu un soap opéra de la baston, notamment grâce à son format, et c'est ce qui la rend diablement divertissante. Et après les 6 saisons, je pense qu'elle représente à la fois le pire et le meilleur du culte de la nostalgie, qui paralyse Hollywood depuis une dizaine d'années. Le pire, je trouve, c'est cette propension donc à restituer tous les codes de Karate Kid jusqu'à la nausée, dans tous les sens du terme. La dernière saison est un excellent cas d'école, à chaque fois les gamins perdent un combat, puis il y a un super speech super inspiré, et ils finissent par triompher de l'adversité. 5 fois par épisode, c'est un peu lourd, mais surtout il y a le cas Monsieur Miyagi, le personnage de mentor du film original, et qui est l'épicentre nostalgique de la série. Pendant 5 saisons, il n'y a pas un épisode où un personnage ne s'incline pas devant son portrait, ou n'évoque pas son nom comme s'il s'agissait d'une sorte de dieu. Son interprète Pat Morita est malheureusement décédé en 2005 et c'est aussi à lui que s'adresse cet hommage, aussi appuyé que lourdingue. Et puis dans les derniers épisodes, attention spoiler, ils ont décidé de le ressusciter grâce à l'IA et donc de piétiner des années de courbettes pleines d'humilité avec les gros pieds de la nostalgie facile. C'est le paroxysme d'une nostalgie devenue pure exploitation industrielle qui finit par cracher sur les œuvres qu'elle est censée porter au nu et une preuve de l'hypocrisie de l'industrie hollywoodienne actuellement en train de peupler ces productions de fantômes dont ils n'obtiendront jamais vraiment le consentement pour se faire un billet facile. Et puis d'un autre côté, il y a les gosses. Cobra Kai raconte finalement surtout l'histoire des gosses, entraînés par Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. Et c'est à ce moment que les scénaristes tirent le meilleur de leur nostalgie. L'entêtement à rester dans le passé disparaît pour traiter du vrai sujet de la série, la transmission. Comment prélever de nos enfances tout ce qu'il y avait de bon sans garder ce qu'il y avait de mauvais, et surtout comment concilier ça avec la jeunesse contemporaine. Pas rien que pour un sou, les meilleurs épisodes étaient vraiment consacrés à cette bande de bagarreurs psychopathes lâchés dans les rues américaines, finalement très différents de leurs géniteurs ou de leur sensei. Et sincèrement, je pense que c'est ces gosses qui ont aussi fait le succès de Cobra Kai. D'ailleurs, sa présence sur les réseaux sociaux prouve bien que son public n'est pas du tout composé uniquement de quadragénaires ayant grandi avec la saga. Plein de jeunes aiment la série sans pour autant vouer le même culte à Karate Kid. Ou alors c'est Cobra Kai qui leur a fait découvrir. Le problème de Karate Kid Legends, c'est qu'il n'a préservé que la première approche. Heureusement, aucun zombie numérique n'est à déplorer, mais c'est presque tout comme. La seule bonne idée, si c'est plutôt, est noyée dans une esthétique passéiste, ce qui est d'autant plus triste, et le personnage de Ben Wang, malgré tous les efforts sincères du jeune comédien, n'est qu'un décalque moderne de Daniel LaRusso, à ceci près qu'il écoute du hip-hop quoi. Je ne sais pas s'ils avaient eu plus de chance au box-office s'ils avaient choisi de plutôt regarder vers le futur, mais ce qui est sûr c'est que j'aurais préféré. En l'état, la saga Karate Kid est un bon moyen d'étudier les tendances de la pop culture du moment, et c'est pour ça qu'elle continue à m'intéresser. Mais bon là je pense qu'elle risque d'enfin terminer sa très longue course, quoique ne jamais dire jamais, puisqu'elle s'est relevée de bien plus bas et que Cobra
Rakai n'est pas à l'abri d'avoir de spin-off, des legacy sequels, des rebooks, remake, crossover et blablabla. Pour plus d'articles sur le sujet, je vous renvoie sur le site, et pour plus de baston, donc je vous renvoie à la vidéo d'Alex sur Nous avons gagné ce soir, une tentative de parler d'un film moins médiatisé que les blockbusters habituels et qui s'est soldé une fois de plus par un terrible échec. Mais promis, la vidéo est passionnante pour qui aime les films de bagarre, Rocky et surtout le bon cinoche. Salut! Stop.